Nous allons voir dans ce tutoriel les outils d'optimisation de résultats. Alors qu'est-ce que c'est qu'un outil d'optimisation de résultats? C'est un outil qui va nous permettre d'atteindre un résultat tel que nous le souhaitons. Nous avons réalisé un tableau sur n'importe quel sujet, mathématiquement bon, bien évidemment. On l'a testé un certain nombre de fois, on a mis différentes valeurs, on a vérifié à la calculette que ça fonctionnait bien. Notre tableau est parfaitement opérationnel. Arrivé en production, nous saisissons nos vraies valeurs et nous obtenons un résultat. Et ce résultat n'est pas celui que nous souhaitions. Un exemple classique, le bulletin de paye. Je mets en haut de mon tableau un salaire brut, les calculs s'effectuent et en bas de mon tableau, j'obtiens un salaire net. Or, ce salaire net n'est pas celui que je souhaitais. Je voudrais atteindre, par exemple, un salaire net de 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €, peu importe. Je veux atteindre un salaire net d'un certain montant, et la question que je me pose, c'est quel est le salaire brut que je dois mettre pour atteindre ce salaire net? Eh bien, l'outil d'optimisation valeur cible intégré à Excel va répondre à cette question. Autre problème tout à fait courant, je souhaite faire un emprunt à la banque. Cet emprunt porte sur une certaine durée avec un taux de remboursement, un nombre de remboursements à effectuer, etc. Et donc, j'ai obtenu un remboursement mensuel de, on va dire, 500 € par exemple, ou 600 €, peu importe. Et ce montant de remboursement excède mes capacités. Et je voudrais, moi, rembourser 100 € de moins que ce que mon tableau me propose. Quelle est, par exemple, la somme que je peux emprunter pour rembourser le montant que j'ai décidé de rembourser? Ou quelle est la durée? Et donc, tous ces éléments permettent de faire ce qu'on appelle une optimisation de résultats. Alors, la valeur cible que nous allons voir dans un prochain tutoriel permet de répondre à ces questions-là. Par contre, dès que le problème devient un petit peu plus complexe, je veux par exemple optimiser des coûts de transport ou des coûts de fabrication avec plein de contraintes qui vont s'appliquer dessus. Par exemple, en production, j'ai un certain nombre de machines-outils, un certain nombre de salariés qui ont une certaine disponibilité. J'ai un certain volume de commandes en cours, mais j'ai aussi un certain nombre de produits finis dans mon stock. Vous voyez, donc là, on commence à rentrer dans des choses un petit peu plus complexes. Si je veux optimiser un petit peu mon flux de production, c'est pas avec la valeur cible que je vais arriver à le faire. Par contre, il existe un deuxième outil d'optimisation dans Excel qui s'appelle le solver, que nous allons bien sûr aborder dans ce chapitre. Le solver va vous permettre des optimisations bien plus complexes que la valeur cible. Notamment, nous pourrons appliquer le solver sur des cas possédant un nombre de contraintes élevé, jusqu'à un maximum quand même de 255 contraintes. Donc, je vous invite maintenant à regarder les prochains tutoriels pour voir comment on peut utiliser ces merveilleux outils. Je vous propose de découvrir dans ce tutoriel l'outil valeur cible. La valeur cible est un système d'optimisation de résultats. Je fais un tableau, il est mathématiquement bon, j'obtiens un résultat, mais ce résultat ne me convient pas. J'aurais voulu trouver une autre valeur. La valeur cible va me permettre de répondre à cette problématique. Alors, je vais illustrer le propos avec deux exemples. Un exemple de remboursement d'emprunt et un exemple de remise à accorder à un client. Commençons par un remboursement d'emprunt. Je vais donc essayer d'emprunter à la banque 50 000 € pour une durée de 5 ans avec un taux de 3,5%. Une périodicité, c'est-à-dire le nombre de remboursements par an, de 4, je rembourse une fois par trimestre. Si je souhaitais rembourser mensuellement, je mettrais 12 à la place de 4. Et donc là, je veux calculer le montant de mon remboursement. Ce montant se calcule comment? Grâce à une fonction financière interne à Excel qui s'appelle VPM, j'ouvre la parenthèse, et je dois indiquer en premier le taux ramené à la période. Mon taux, c'est la cellule B3, divisé par la période, qui est la cellule B4. Point virgule. Je dois ensuite indiquer le nombre total de remboursements. Le nombre total de remboursements, c'est la durée que multiplie le nombre de remboursements pour chaque item de cette durée. Point virgule. Je dois ensuite indiquer le montant emprunté. Pour obtenir un résultat positif, je vais mettre un moins devant, c'est un problème de sommes algébriques. Je prends donc moins, je clique sur mon emprunt, je ferme la parenthèse, contrôle entrée. Je dois rembourser 2 736,02 € chaque trimestre.
Le problème, c'est que moi, j'ai prévu dans mon budget 2 000 € par trimestre, pas 2 736. Donc, si je veux rembourser 2 000 € par trimestre, la première question que je me pose, c'est quel est l'emprunt maximum que je peux faire dans ces conditions-là? Eh bien, c'est là où la valeur cible va venir m'aider. Pour utiliser cette valeur cible, il faut donc que je n'ai aucune valeur d'erreur dans la cellule à optimiser. Il ne faut pas qu'il y ait écrit ici cirque ou référence ou autre chose. Il faut vraiment avoir un résultat qui soit bon mathématiquement, c'est mieux quand même. Et donc maintenant, je vais utiliser cette valeur cible en passant par l'onglet Données, puis dans le groupe Outils de données, sur l'icône Analyse de scénario. Dans Analyse de scénario, je vais cliquer sur Valeur cible, ce qui me fait apparaître cette boîte de dialogue. On me dit la cellule à définir, c'est-à-dire la cellule à optimiser, c'est la B6. C'est normal, je suis dessus, il m'indique que donc c'est bien cette cellule. Alors attention, la cellule à optimiser doit obligatoirement contenir une formule. Moi, j'ai bien une formule dedans. Ce n'est pas forcément une fonction Excel, c'est une formule au sens large du terme. Je dois indiquer maintenant dans la case suivante la valeur que je souhaite atteindre dans B6. Je souhaite atteindre 2000. Enfin, le troisième élément que je dois indiquer, c'est quoi? Eh bien, c'est la cellule dans laquelle, lui, Excel, a le droit d'écrire pour trouver les 2000 dans la cellule B6. Donc, la cellule à modifier, c'est une cellule qui doit impérativement être en relation directe ou indirecte avec la cellule à optimiser. C'est-à-dire, en d'autres termes, que si je lui demande d'optimiser la cellule E1, ça ne fonctionnera pas, parce que E1 n'a aucun rapport, ni de près ni de loin, avec le calcul que j'ai fait dans la cellule B6. Donc je peux mettre ici en cellule à modifier, soit l'emprunt, soit la durée, soit le taux, soit la périodicité. Moi, dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est de connaître l'emprunt. Je clique sur emprunt, je fais OK, et je sais que je peux emprunter 36 549,42 € au maximum. Je vais faire accueil, je viens dans le groupe nombre, je clique sur l'icône millier pour carrosser un petit peu les choses. J'ai réussi, grâce à la valeur cible, à déterminer le montant maximum dans ces conditions que je peux demander à mon banquier pour rembourser 2 000 € par trimestre. Pour vous montrer que la valeur cible, ce n'est pas uniquement pour être utilisée sur des emprunts, on va faire un autre exemple. J'ai un total hors taxe qui est de 5 633 €. Ce total hors taxe, donc c'est le total d'une facture. J'ai une remise qui pour l'instant est de 0%. Voilà, je veux calculer maintenant le montant de ma remise. Donc là c'est le taux de la remise, très exactement. On va plutôt écrire ça comme ça, taux remise, ça sera plus lisible. La remise par elle-même, elle est de égale le total hors taxe que multiplie le taux, contrôle-entrée. Et ici donc j'ai le net hors taxe, qui va donc être égal le total hors taxe moins le montant de la remise. Contrôle-entrée. Donc, le client me doit 5 633 €. J'enfonce la touche contrôle, je sélectionne toutes les cellules ici et je les mets en milliers. Et là, le client qui est de l'autre côté du comptoir me dit « Ah oui monsieur, mais là j'ai un petit problème. » C'est un bon client, c'est quelqu'un qui vient assez fréquemment chez moi. Il me dit, voilà, moi, je ne peux payer que 5 300 €, c'est ce que j'ai prévu dans mon budget. Alors là, la question que je me pose, c'est quel est le taux de remise que je dois accorder à ce client si je veux arriver à lui faire payer 5 300 €. Eh bien, la valeur cible est là pour ça. Je viens d'en donner. Je viens toujours dans le groupe outils de données sur analyse de scénario, sur valeur cible. La cellule à optimiser, c'est bien le net hors taxe, c'est bien celle-là. Je veux atteindre dedans 5 300 €. Quelle est la cellule à modifier? Eh bien, le taux de remise. Je fais OK. Je dois accorder à mon client 6%. Alors après, je l'accorde ou je ne l'accorde pas, ça c'est autre chose, mais je sais maintenant que si le client me paye 5 300 €, eh bien, il faut que je lui accorde une remise de 6%. Vous voyez, donc c'est un outil quand même assez extraordinaire, qui a ses limites. La première limite, c'est qu'on ne peut optimiser qu'une seule cellule. La deuxième limite, c'est qu'on ne peut modifier aussi qu'une seule et unique cellule. Et cette modification ne peut pas être habillée de conditions. Je ne peux pas lui dire, par exemple, voilà, je voudrais que telle cellule soit plus grande que telle autre plus petite que telle autre. Ça, c'est impossible. La valeur cible, c'est vraiment un outil de base d'optimisation. Il existe dans Excel un second outil, beaucoup plus puissant, qui s'appelle le Solver, qui lui va nous permettre d'avoir plusieurs cellules à modifier, qui va nous permettre de mettre des conditions, nous pourrons optimiser à condition que, etc. Et nous aurons même plusieurs types d'optimisation possibles grâce au Solver. Je vous convie à découvrir ce fantastique outil
dans le prochain tutoriel. Nous avons vu dans ce tutoriel comment utiliser l'outil valeur cible. Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser le solver. Le solver est un outil extrêmement puissant, peut-être même le plus puissant d'Excel, permettant d'optimiser les résultats d'un calcul dans un tableau. Alors vous allez me dire, oui, mais il existe la valeur cible qui fait ça. Effectivement, mais le solver, c'est une valeur cible puissance 10. Avec la valeur cible, vous pouvez atteindre, comme son nom l'indique, une valeur précise dans une cellule contenant une formule. Pour ce faire, vous indiquez à Excel la cellule à optimiser et vous lui indiquez la cellule dans laquelle il a le droit d'écrire. Le solver fait la même chose, mais il vous permet de maximiser le résultat, par exemple maximiser un profit. Il vous permet de minimiser le résultat, diminuer des coûts. Il vous permet d'atteindre une valeur cible. Par rapport à la valeur cible, le solver vous apporte la possibilité de modifier plusieurs cellules. Dans la valeur cible, nous ne pouvons modifier qu'une seule et unique cellule. Dans le solver, nous pouvons modifier plusieurs cellules en introduisant dans le raisonnement des conditions, appelées contraintes. Pour pouvoir utiliser le solver, il faut dans un premier temps l'installer. En effet, lorsque vous mettez Excel sur votre ordinateur, le solver n'est pas actif. Donc la première opération que nous allons voir, c'est comment activer le solver. Une fois cette opération réalisée, nous verrons comment l'utiliser. L'utilisation du solver n'est pas très complexe. Le seul problème que l'on rencontre, c'est la manière dont on va exposer notre problème pour le rendre, entre guillemets, solverisable. Bien, commençons maintenant par l'installation. Je viens sur l'onglet Fichier, puis je me positionne sur Options. Dans la boîte de dialogue qui fait son apparition, je viens sur Complément. Dans la liste, je choisis Complément Solver. Je clique sur le bouton Atteindre en bas de l'écran et je viens mettre une croix dans Complément Solver. Vous remarquez que dans l'onglet Données, à cet endroit-là, il n'y a rien. Je valide avec OK. Un nouveau groupe fait son apparition, le groupe Analyse, dans lequel je trouve l'icône Solver. À partir de maintenant, le solver est utilisable. Bien, revenons à l'utilisation de ce solver. Pour utiliser le solver, il va falloir préparer notre travail consciencieusement. Alors on a deux grandes parties. À ma gauche, le tableau Excel traditionnel tel que vous avez l'habitude de l'utiliser, et à ma droite, la partie paramétrage du solver. Commençons par la partie gauche. Pour pouvoir utiliser le solver, il va vous falloir présenter votre tableau sous la forme d'un entonnoir, avec en haut les cellules qui seront à modifier par le solver, en dessous les calculs à effectuer par rapport au contenu que le solver mettra dans ces cellules pour obtenir le résultat que vous souhaitez optimiser. À la fin, vous ne devez avoir qu'une seule et unique cellule à optimiser. Une fois que vous aurez présenté votre tableau sous cette forme d'entonnoir, vous pourrez, dans un deuxième temps donc, paramétrer le solver grâce à l'icône que nous avons vue précédemment. Pour paramétrer le solver, il faudra lui indiquer quelles sont les cellules dans lesquelles il a le droit d'écrire, quelles sont les contraintes, c'est-à-dire les conditions d'optimisation, et quel est le type d'optimisation que nous souhaitons appliquer sur la cellule, donc à optimiser. Pour pouvoir mettre ceci en place relativement facilement, il faut suivre plus ou moins cette trame. Par rapport au problème qui vous est soumis, première question à vous poser, quel est le résultat que je souhaite optimiser et quel est le type d'optimisation? Mon résultat, est-ce que je souhaite le maximiser, le minimiser, ou est-ce que je souhaite atteindre une valeur précise? Une fois que vous avez répondu à cette question, il va vous falloir déterminer quels sont les calculs que vous devez effectuer pour pouvoir atteindre le résultat optimisé. Comment, à partir des données de mon problème, quelles sont les formules que je dois mettre en place pour obtenir la cellule à optimiser. Ensuite, vous vous poserez la question, quels sont les éléments que je recherche, c'est-à-dire les éléments manquants dans mon problème que le solver doit trouver. Enfin, il faut se demander quelles sont les conditions d'optimisation. Telle cellule doit être plus grande que telle autre doit être plus petit que telle autre. Alors trêve de bavardage, je vous convie à regarder le prochain tutoriel pour voir comment mettre en œuvre tous ces éléments. Nous avons vu dans ce tutoriel la méthodologie pour utiliser le solver. Je vous propose, pour apprendre à vous servir du solver, d'essayer de traiter le problème suivant.
Les salariés de l'entreprise X doivent être répartis sur des projets. C'est un cas classique d'entreprise où j'ai d'un côté des projets, de l'autre côté des salariés, et donc je veux attribuer à chaque salarié un projet ou plusieurs projets à traiter. Nous avons actuellement 3 projets. Chaque projet doit être réalisé sur une durée que nous connaissons et que nous maîtrisons. 70 heures pour le projet 1, 35 heures pour le projet 2 et 20 heures pour le projet 3. Donc ça, ce sont les durées nécessaires pour résoudre notre problème. Chaque salarié a un coût horaire, charge comprise, que nous connaissons aussi. On le découvrira tout à l'heure dans un prochain tableau. Nos salariés ont enfin une disponibilité au planning que nous connaissons et que nous maîtrisons. Donc chaque salarié a un planning. Nous avons pour les 15 jours à venir des heures de disponibles, donc nous allons pouvoir utiliser ces heures. Nous devons répartir nos salariés sur la réalisation des projets en tenant compte de leur savoir-faire, de la disponibilité qu'ils ont au planning et bien évidemment de leur coût. Le but étant que le coût total de l'opération, c'est-à-dire le total des 3 projets, soit calculé à minima. Ça nous coûte donc le moins cher possible. Pour mettre en place le tableau, il va me falloir me poser un certain nombre de questions. La première question, c'est quel est le résultat à optimiser ? À l'énoncé de ce problème, je vois que le résultat à optimiser, c'est le coût total, tout projet confondu. Ensuite, je dois me demander quel est le type d'optimisation que je vais mettre en œuvre. D'après ce qui m'est dit dans l'énoncé, je dois calculer le coût total, mais à minima, c'est-à-dire le coût total le plus petit possible. Je vais maintenant me demander quels sont les différents calculs que je dois faire pour, par rapport à mon énoncé, arriver à trouver le coût total de l'opération. Dans mon cas, il faudra que je multiplie le nombre d'heures que chaque salarié va passer sur chacun des projets par le coût horaire de ce salarié. Ensuite, en additionnant le tout, j'arriverai à connaître le coût par projet et en additionnant chaque total, j'obtiendrai la cellule à optimiser, c'est-à-dire le coût total. Mon calcul va donc porter sur des heures que je vais multiplier par des euros, pour obtenir bien évidemment des euros. Qu'est-ce que je recherche dans ce problème ? La chose que je recherche, c'est combien d'heures chaque salarié va passer sur chacun des projets. Alors toutes les réponses que je fais aux questions, je les note sur un papier. Enfin, il faut que je me demande quelles sont les conditions d'optimisation. Les conditions d'optimisation dans ce problème, c'est notamment le fait que les heures que les salariés vont passer sur les projets ne doivent pas excéder leur disponibilité. Une autre contrainte, il faut que je respecte le savoir-faire de mes salariés. Je ne peux pas dire à un salarié qui ne sait pas traiter tel projet d'aller faire ce projet. Ensuite, une fois que j'ai déterminé les conditions d'optimisation, je vais organiser mon tableau de la manière suivante, sous forme d'un entonnoir. En haut de mon tableau, je vais mettre les cellules à optimiser, ça va être donc des cellules vides que le solver remplira par la suite. Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici ? Par rapport à la question que je me suis posée, qu'est-ce que je recherche ? La réponse, c'est des heures. Je dois mettre donc en haut de mon tableau les heures que chaque salarié doit passer dans chacun des projets. Donc, je dois faire un tableau qui va permettre à Excel de remplir ces heures. Alors là, on peut imaginer quelque chose de simple. On va avoir, par exemple, les projets à l'horizontale et à la verticale, les salariés. Et à l'intersection des deux, il faudra que Excel vienne, à l'aide du solver, mettre le nombre d'heures que les salariés doivent passer dans les projets. Ensuite, je dois mettre en place mes différents calculs. Donc la réponse à cette question tout à l'heure, c'était le fait de prendre les heures passées par les salariés, multipliées par le coût horaire de ces salariés. Ceci viendra donc s'inscrire dans cette partie de mon tableau. Ensuite, je totaliserai le nombre d'heures par projet passées par chacun des salariés, multiplié par le coût horaire de ces salariés, je totaliserai ça et j'obtiendrai pour chacun des projets le coût. Ensuite, je mettrai les conditions d'optimisation, mais ça, c'est la partie solver. En réalité, nous allons travailler en 2 temps. Premier temps, la partie gauche de ce tableau, c'est faire un tableau tout à fait normal dans Excel. Et en second temps, quand ce tableau est opérationnel et terminé, dans le solver, nous allons indiquer les cellules à modifier, les contraintes et le type d'optimisation. Alors, allons-y. J'ai préparé au préalable le tableau de la manière suivante. Nous avons ici les cellules à optimiser, les différents salariés, mes 5 salariés, et ici les projets que je dois traiter. À l'intersection des deux, l'ordinateur devra venir me mettre des heures. Vous remarquez que j'ai mis certaines cellules en vert, d'autres pas. Les cellules en vert symbolisent le savoir-faire des salariés. Par exemple, le salarié 1, que je paye 70 € charge comprise de l'heure, c'est traiter le projet 1, le projet 2, le projet 3. Le salarié 2, que je paye 35 € de l'heure, ne sait traiter que le projet 1.
Son savoir-faire s'arrête là. Si je le mets sur le projet 2 ou 3, ça ne peut pas fonctionner. Le salarié 3, que je paye charge comprise 20 € de l'heure, eh bien, il est capable de faire que le projet 2. Le salarié 4 sait traiter le projet 1 et le projet 3. Et le salarié 5 sait traiter le projet 2 et le projet 3. Donc j'ai défini ça par des codes couleurs pour m'y retrouver plus facilement. J'ai ensuite mis au bout une colonne totale où je vais calculer le nombre d'heures totales passées par chacun de mes salariés dans chacun des projets. Ce total, je pourrais le comparer à la disponibilité que mon salarié a au planning. Il faut que le nombre d'heures que je vais trouver là, il faudra qu'il reste inférieur ou égal à la disponibilité. Alors, pour calculer ce total, rien de bien compliqué, je sélectionne mes cellules, je fais égal, SO2ME, ouvrez la parenthèse, je glisse sur les cellules que je souhaite additionner, et je les dollarise à l'aide de la touche de fonction F4. Je les dollarise de la manière suivante, je mets mon dollar devant les colonnes. Pourquoi? Parce que, quel que soit le salarié, j'additionne toujours les heures de la colonne B à la colonne D. Même ici, je vais additionner ces cellules qui contiendront forcément 0 puisque le salarié ne sait pas faire, mais rajouter des zéros ne change pas le résultat. La position des dollars, eh bien, il faut la maîtriser, nous sommes dans un perfectionnement. Si vous ne maîtrisez pas bien les dollars, je vous convie à regarder les tutoriaux vidéo Excel 2010, les indispensables, chez Vidéo to Brain, où la notion de dollar est expliquée en long, en large, en travers et en diagonale. J'ai écrit ma formule, je valide par CTRL-Entrée, et j'obtiens pour l'instant 0, bien évidemment, puisque je n'ai pas encore d'heure. Je vais maintenant calculer le solde. C'est intéressant à savoir, quand j'aurai ici le nombre total d'heures, je pourrai le comparer à la disponibilité de mes salariés, et je pourrai en déduire ici le nombre d'heures restant au planning pour ces salariés. Je fais donc égal, je prends la disponibilité, duquel je soustrais, en ayant dollarisé au préalable, duquel donc je soustrais le nombre total d'heures que je dollarise. CTRL-Entrée pour valider. Alors pour l'instant, bien évidemment, le solde est égal à la disponibilité vu que je n'ai encore rien fait. Dans l'autre sens, si j'additionne toutes les heures passées par tous les salariés, je vais obtenir le nombre d'heures totales passées sur le projet 1, sur le projet 2, sur le projet 3, que je pourrais comparer à la durée du projet que je maîtrise. Je sélectionne mes cellules, égal, je vais écrire le mot somme, j'ouvre la parenthèse, je glisse sur toutes les heures, même les heures qui n'auront pas lieu, rajouter des zéros ne gêne pas, et je dollarise, de telle sorte que j'indique à l'ordinateur que, quelle que soit la colonne, j'additionne toujours de la ligne 2 à la ligne 6. CTRL-Entrée, j'obtiens pour l'instant 0 étant donné qu'il n'y a pas d'heure. Alors maintenant, nous en sommes où? Eh bien, si on reprend notre petit tableau, nous avons défini la partie située au sommet du tableau, les cellules vides. Nous allons maintenant rentrer dans les calculs. Comment passer d'heures que nous allons avoir ici, trouvées tout à l'heure par le solver, à des euros que nous devons trouver en bas du tableau. Pour ça, il faut multiplier ces heures par les coûts horaires, charges comprises de chacun des salariés. Je me positionne sur cette zone-là, où je vais faire une multiplication, je dis égal, je prends le nombre d'heures que le salarié 1 passe sur le projet 1, je prends donc son nombre d'heures, je le multiplie par le coût horaire de mon salarié que je connais, qui est situé donc dans la cellule B12, que je m'empresse de dollariser. Je fais maintenant CTRL-Entrée, et j'obtiens des zéros partout, étant donné que, bien évidemment, il n'y a pas encore d'heures passées. Je vais maintenant additionner les différents coûts par projet. Donc je vais additionner tous les coûts du projet 1, tous les coûts du projet 2, tous les coûts du projet 3 pour connaître le coût individuel par projet. Pour ce faire, je sélectionne mes cellules, je fais égal SO2ME, ouvrez la parenthèse, et je glisse sur les cellules que je souhaite additionner. Pour chacun des projets, je souhaite additionner de la ligne 12 à la ligne 16, donc je vais mettre mes dollars en conséquence, comme ceci, et je fais CTRL-Entrée. Maintenant, je dois trouver la cellule à optimiser. Vous voyez, on a bien un entonnoir. J'ai un grand nombre de cellules en haut qui vont contenir des heures. Je diminue progressivement ce nombre de cellules par des calculs successifs pour en arriver qu'à une seule et unique cellule à optimiser, qui va être donc mon total des coûts. Je me positionne ici. Je viens écrire égal somme, ouvrez la parenthèse, et j'additionne tous les coûts que j'ai ici. Bien, j'ai donc ici le total général, j'ai ici les totaux intermédiaires, les coûts par salarié projet. Il ne me reste plus qu'à demander à l'ordinateur de trouver le nombre d'heures que chaque salarié doit passer sur chaque projet pour que le coût global de l'opération soit le plus petit possible. Je vous invite à découvrir le paramétrage du solver dans le prochain tutoriel. Nous avons vu dans ce tutoriel comment mettre en place notre problème pour le rendre, entre guillemets, solvérisable.
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment paramétrer le solver et comment lui demander de résoudre notre problème. Alors nous en sommes où? Nous avons créé un tableau en nous tenant le raisonnement suivant. Nous avons mis en haut de notre tableau les cellules dans lesquelles l'ordinateur, par l'intermédiaire du solver, doit venir inscrire des heures. Ces cellules sont vides. Il doit nous écrire des heures dans les cellules peintes en vert à l'écran. Nous avons les salariés à la verticale, les projets à l'horizontale, et donc on doit avoir à l'intersection de chaque projet salarié un nombre d'heures inscrit par le solver. Nous avons ensuite écrit nos formules de calcul qui petit à petit nous ont amené à une seule et unique cellule à optimiser. Le tableau résultant est celui-ci. Pour pouvoir déclencher le solver, il faut que la cellule à optimiser ne contienne aucune valeur d'erreur. Là c'est mon cas, je n'ai aucun message d'erreur, il n'y a pas écrit référence circulaire ou autre message du même genre. Donc a priori, mon calcul doit être bon, mes formules de calcul ont l'air d'être bonnes. Je vais donc maintenant me positionner dessus et, à l'aide de l'onglet Données, dans le groupe Analyse, je vais atteindre l'icône Solver que nous avons activée dans un tutoriel précédent. Je clique dessus, cette boîte de dialogue fait son apparition. Je clique sur le total général pour indiquer que c'est la cellule que je souhaite optimiser. Quel est le type d'optimisation que je veux mettre en place? Est-ce que je veux maximiser mes coûts, minimiser mes coûts ou atteindre une valeur précise? Si je souhaitais atteindre une valeur précise, je cliquerai sur cette case et je mettrai ici la valeur à atteindre. Moi, dans mon cas, je veux minimiser mes coûts. Je vais donc cliquer sur Min. Je clique maintenant dans la case Cellules variables et je vais indiquer à l'ordinateur quelles sont les cellules dans lesquelles il a le droit d'écrire. Ces cellules, dans mon cas, c'est quoi? C'est les cellules que j'ai peintes en vert. Je vais lui dire que le salarié 1 peut travailler sur le projet 1, le projet 2, le projet 3. Donc je sélectionne ces cellules en glissant dessus et il m'écrit B2, D2. Si je m'arrêtais là, il ne proposerait des heures que pour le salarié 1. Je souhaite aussi qu'il propose des heures pour le salarié 2, mais le salarié 2 ne sait faire que le projet 1. Pour lui exprimer cette notion, je vais enfoncer la touche CTRL au clavier, je la maintiens enfoncée, je ne la relâche pas quoi qu'il arrive, et je clique sur la cellule correspondant au salarié 2 pour le projet 1. Vous remarquez que la cellule B3 vient de se rajouter à la liste. Dans le paramétrage des cellules variables, nous ne sommes pas obligés d'avoir des cellules contiguës. Nous pouvons avoir des cellules séparées. Pour faire le choix de ces cellules séparées, il faut penser à tenir la touche CTRL enfoncée. Le salarié 3, qu'est-ce qu'il sait faire? Je tiens CTRL enfoncé, il sait faire le projet 2. Je clique sur projet 2. La cellule se rajoute. Toujours en tenant CTRL enfoncé, je clique sur le projet 1 salarié 4 et sur le projet 3 salarié 4. Enfin, toujours en tenant CTRL enfoncé, je glisse sur le salarié 5, projet 2, projet 3. J'ai donc indiqué à Excel quelles étaient les cellules dans lesquelles il était autorisé d'écrire, ce qui laisse sous-entendre que les autres cellules resteront vides, donc égales à 0, donc ça veut dire que le salarié ne sait pas faire ce travail. Maintenant, il faut que j'exprime mes contraintes, c'est-à-dire à quelles conditions est-ce que je veux minimiser le résultat dans la cellule F9, c'est-à-dire le total général. Pour ce faire, je clique sur le bouton « Ajouter une contrainte ». Une nouvelle boîte de dialogue fait son apparition. Quelles sont les contraintes? Déjà, les contraintes, vous pouvez les exprimer dans n'importe quel ordre. Elles ont toutes un poids égal dans la résolution du problème. Je vais définir mes contraintes du haut vers le bas. Je vais indiquer à l'ordinateur que le total d'heures passées par le salarié 1 doit être inférieur ou égal à la disponibilité de ce même salarié 1. Là, je pourrais faire ajouter et puis pratiquer de la même manière pour chacun des salariés. Mais il y a beaucoup plus performant, Excel est un outil de calcul matriciel. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que je peux travailler par rapport à des plages de cellules. Donc, pour exprimer cette notion, je peux l'exprimer de la même manière en glissant sur toutes les cellules et en disant que tous ces totaux doivent être impérativement inférieurs ou égales aux disponibilités qui sont là. Ça revient au même que de définir ça ligne à ligne. Donc là, mon total doit être inférieur ou égal à la disponibilité. Je clique sur Ajouter. Je vais maintenant indiquer une autre contrainte, qui est le fait que les totaux passés dans chacun des projets doivent être strictement égaux à la durée du projet. Pour ce faire, je peux le faire individuellement, je clique, j'indique égal et je clique. Je fais ajouter et je fais pareil pour le projet 2, pareil pour le projet 3. Mais comme je viens de vous l'exposer, Excel est un outil de calcul matriciel, donc je peux sélectionner tous ces totaux et dire que ces totaux doivent être strictement égaux à, je clique dans la case contrainte, ces valeurs-là.
Alors là, a priori, j'ai défini toutes mes contraintes. J'ai expliqué par les cellules variables quel était le savoir-faire des salariés. J'ai expliqué que le total ici devait être plus petit que la disponibilité, plus petit ou égal. Et j'ai exprimé le fait que le nombre d'heures passées sur les projets doit être égal au nombre d'heures qu'on a prévu pour ces projets. Je pourrais m'arrêter là, seulement je risque d'avoir des désillusions à la sortie. Pourquoi? Eh bien parce que face à moi, j'ai un tas de plastique. J'ai pas une intelligence humaine. Réfléchissons 2 minutes. Et là, c'est une question de bon sens uniquement. Qu'est-ce que je demande à mon ordinateur? Eh bien, je lui demande de minimiser un coût. Donc le but, c'est d'avoir ici la valeur la plus petite. Parfait. Pour l'ordinateur, il va se dire, tiens, pour lui donner la valeur la plus petite, je vais faire un truc sympa. Je vais mettre ici des heures négatives. Je vais faire travailler mes salariés des moins heures. S'ils travaillent des moins heures, forcément, ça va me permettre de baisser mon total général. Alors est-ce que, dans le bon sens quotidien, travailler des moins heures, est-ce que c'est acceptable? Pas tout à fait. Donc il va falloir que je rajoute une nouvelle contrainte, inhérente à la compréhension qu'a Excel du monde extérieur, et pas inhérente à mon problème. Cette contrainte, je clique sur le bouton Ajouter, c'est quoi? C'est de lui dire que toute cette zone-là, c'est-à-dire toute la zone variable, doit obligatoirement contenir des valeurs supérieures ou égales à 0, de manière à éviter d'avoir des valeurs négatives. Je clique sur OK et je retrouve un tableau donc qui récapitule tout mon problème. La cellule F9 doit être minimisée. Pour ce faire, j'ai le droit d'écrire moi ordinateur dans toutes les cellules vertes que vous voyez actuellement à l'écran entourées d'un petit pointillé. Mais je dois écrire en tenant compte des contraintes suivantes. B2, D6 doit être supérieur ou égal à 0. B2 à D6, c'est-à-dire ici, je dois avoir dedans des valeurs donc positives. B7 à D7, B7 ici à D7, doit être strictement égal à B8, D8. Donc le nombre total d'heures passées dans chaque projet doit être égal à la durée de ce projet. Et enfin, la cellule E2 à E6 doit être inférieure ou égale à F2 à F6, c'est-à-dire je dois passer moins ou autant d'heures que disponible. Vous remarquez qu'ici, les contraintes se sont mises dans l'ordre croissant des numéros de cellules, donc ça confirme bien la notion que toutes les contraintes ont un poids égal dans la résolution du problème. Et bien voilà, mon problème est complètement exprimé. Je vais cliquer maintenant sur le bouton Résoudre. Un dialogue apparaît dans lequel on me dit « Le solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'optimisation ». Est-ce que je souhaite conserver la solution du solveur? Oui. Je vais donc cliquer sur OK et je regarde le résultat. Le salarié 1 doit travailler 15 heures sur le projet 1. Il ne doit pas travailler ni sur le projet 2 ni sur le projet 3. Au total, il aura travaillé 15 heures sur les 23 disponibles, donc il lui en reste 8. J'ai bien ici un nombre d'heures inférieur à la disponibilité. Le salarié 2 doit passer ses 40 heures dans le projet 1. Il avait 40 heures, il lui en reste 0. Le salarié 3 doit travailler 30 heures, qui étaient donc son disponible, sur le projet 2, et donc il n'a plus d'heures de disponible. Le salarié 4, quant à lui, doit passer 15 heures sur le projet 1, et 0 heure. Alors pourquoi 0 ici? Parce qu'il a dû trouver une valeur négative très très proche de 0, et donc il affiche moins 0, mais donc en réalité ça veut dire vraiment 0. Le salarié doit donc passer 15 heures dans le projet 1, il avait 15 heures de disponible, il ne lui en reste plus. Enfin, le dernier salarié, il doit passer 5 heures dans le projet 2, 20 heures dans le projet 3, ce qui, au total, fait 25 heures. Sur les 28 qu'il avait de disponibles, il lui en reste 3. Au total, je vérifie que j'ai bien atteint le nombre d'heures demandées, 70, 35, 20, et je vérifie que toutes mes valeurs sont bien inférieures ou égales à ma disponibilité, ce qui est le cas. Donc, a priori, ce que me propose le solveur tient la route. Maintenant, je regarde au niveau des coûts. Je vois que le projet 1, je ne peux pas m'en tirer à moins de 3050 €. Le projet 2 va me coûter 810 € et le projet 3 va me coûter 840 €. Ces informations sont extrêmement importantes parce que si je suis en train de faire un devis pour chacun de ces projets pour mes clients, eh bien je peux tenir compte de ces informations dans mon devis. Au total, tout projet confondu, eh bien ce travail me coûtera 4700 €. Excel a trouvé la solution la meilleure pour répondre à mon problème. Nous avons vu dans ce tutoriel comment paramétrer et déclencher le calcul du solveur.